Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis pour un podcast sur l'éducation, faire école. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Nemo, auteur prolifique d'ouvrages sur l'éducation, dont le dernier titre est tout simplement Repenser l'enseignement. C'est autour de cet ouvrage que je vais m'entretenir avec Philippe Nemo. Cher Philippe Nemo, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet exercice. Je vous laisse maintenant vous présenter. Bien, écoutez, je suis philosophe. Quand j'ai fini mes études, je suis normalien de Saint-Cloud, hein. Et quand j'ai fini mes études, ne trouvant pas rapidement une place dans l'enseignement supérieur, j'ai cédé à l'invitation qui m'était faite d'enseigner à HEC et à l'ESCP. Et donc pendant 34 ans, 33 ans, j'ai été professeur simultanément à l'ESCP et à HEC. Très, très bonne expérience d'enseignement parce qu'évidemment il y avait des élèves formidables, hein, et qui parfois préféraient ces cours-là aux cours de marketing. Et par ailleurs, je n'avais pas besoin de... Enfin, j'étais le ministre de l'Éducation, si vous voulez, donc je n'avais pas Mais alors, en même temps, j'étais un petit peu en dehors du système éducation nationale. Oui. Mais du coup, ça m'a donné une position assez privilégiée pour parler de l'éducation nationale, parce que j'ai un pied dedans et un pied dehors. Très bien. Et en plus, j'étais spécialement chargé, en tant que le seul littéraire professeur permanent dans ces écoles, d'organiser les épreuves littéraires des concours. Donc pendant 30 ans, j'ai vu les candidats arriver, si vous voulez, Oui. et avec mes collègues, on était surpris chaque année de l'effondrement du niveau. Et c'était pas des élèves de malheureuses banlieues éloignées, c'était des gens titulaires des plus hauts diplômes, des diplômés de Sciences Po, des agrégés même, qui passaient HEC, Dieu seul sait pourquoi, mais enfin, bon, et titulaires, alors tous les autres étaient titulaires de maîtrise. Bon. Oui. Et donc les gens titulaires des plus hauts diplômes avaient des lacunes absolument incroyables et qui s'aggravaient d'année en année. Ce qui fait que je me suis distrait un petit peu de mes travaux autres, parce que j'ai écrit des choses sur l'histoire des idées politiques, et puis j'ai pris la peine de faire quelques ouvrages, en effet, sur l'enseignement. Très, très bien, parfait. Et donc, dans votre ouvrage Repenser l'enseignement, vous tracez déjà, comment dirais-je, vous dressez plutôt le bilan de ce qu'on pourrait appeler une sorte de désastre éducatif que nous vivons aujourd'hui, je vais y revenir, et vous brossez aussi le portrait de ce que pourrait être une éducation rénovée, notamment en y promouvant la responsabilité des établissements tout particulièrement. On va y revenir bien sûr. Alors sur la question éducative, ce que je vois, moi en tant que député, membre de la commission culturelle et de l'éducation, et en tant qu'expert, j'ose le dire, de la question éducative depuis longtemps, je vois se dessiner deux tendances politiques. La gauche, dans un article assez récent du Monde d'ailleurs, est en train de modifier son point de vue. Jusqu'à présent, elle défendait la forteresse enseignante, bec et ongle. Or, et ce matin même, nous avons reçu l'auteur, une dame, d'un rapport du Conseil économique, social et environnemental de 148 pages sur l'école de la réussite et réussir l'école. Et donc, la tonalité de l'article du Monde et de ce copieux rapport est la même. Pour la gauche, d'une certaine manière, le modèle éducatif doit être repensé, c'est leur terme. Et donc, il doit être, en fait, maintenant, délocalisé au plus fin. Le modèle indépassable pour eux, c'est une école totalement ouverte sur la société, avec des apports associatifs, la présence massive de parents d'élèves, des débats sociétaux en permanence, au nom de l'ouverture d'esprit, bien sûr, et sur le monde, et tout cela sous l'égide des cités éducatives ou des territoires éducatifs ruraux qui sont confiés aux collectivités locales. Donc on voit bien une sorte de démontage, c'est ce que j'aurais dit ce matin en commission, une sorte d'en-deux de la déconstruction. D'une certaine manière, la gauche a enterré le modèle éducatif de Jules Ferry et se dirige vers un modèle éducatif localo-local, complètement imprégné des thèmes de la société. La droite, de son côté, me semble-t-il, pour autant qu'on puisse parler de droite encore, disons le centre-droit, le macronisme, ce monde-là, je le pense, c'est peut-être une opinion trop personnelle, mais a toujours considéré la question éducative comme une question ennuyeuse,
il y a une certaine désinvolture, voire un certain mépris pour un sujet qui est une source d'ennui politique. Et surtout, il n'y avait que des coups à prendre. Voilà, c'est ça, surtout. C'est que des coups à prendre, ça coûte cher, ça rapporte rien, sauf des coups. Bon. Et donc, je pense que la droite, enfin, ce que j'appelle la droite Figmag, excusez-moi, Figaro Magazine, c'est pas gentil, mais bon, considère que, bon, la main invisible du marché va régler le problème. Les gens fuient l'enseignement public, les gens, c'est-à-dire les gens qui comptent pour ces gens-là, c'est-à-dire les classes moyennes et moyennes supérieures, s'en vont massivement vers l'enseignement privé, sous contrat ou même hors contrat, assez massivement. Et donc, d'une certaine manière, la main invisible du marché va régler son compte à l'éducation nationale. Donc, ces deux, je schématise énormément, mais enfin... Parce que, est-ce que je peux vous faire observer qu'il n'y a pas de marché, non, mais, en l'occurrence. Non, mais justement, enfin bon, donc on pense que les choses vont se régler, puisque Dieu soit loué, il existe un enseignement libre encore, et que cet enseignement est en train de se développer à vitesse grand V. Donc, ces deux tendances nous semblent, à nous, au Rassemblement national, très dommageables et contraires à l'intérêt général. Nous pensons au contraire qu'il faut un système éducatif, il faut une action éducatrice de l'État, ce qui ne signifie pas que l'État a le dernier mot sur tout. On y reviendra notamment sur la pédagogie et sur les méthodes. Mais étant donné les enjeux qui s'attachent au fonctionnement et à l'efficacité d'un système éducatif pour une nation, dans le concert des nations, il est indispensable que ce soit la puissance publique qui ait la main stratégiquement, en termes d'objectifs, de mission et de moyens, sur la question éducative. Donc, nous voulons renationaliser l'éducation, non pas pour la recentraliser, tout au contraire, hein, mais au contraire, précisément pour changer de modèle, mais pour sauver ce qui doit être, c'est-à-dire l'essentiel, la conservation du patrimoine de savoir et de connaissances, d'humanité, de sciences que nous avons accumulées et que nous devons transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent vivre dans une société libre et exercer leur libre arbitre. Bon, alors, après ces généralités, si vous voulez, maintenant, la question c'est comment faire. Donc nous sommes en train d'élaborer un projet politique pour la prochaine présidentielle, et dans ce contexte-là, votre livre tombe à point nommé, puisque un grand nombre de ces préconisations rejoint les pistes que nous sommes en train d'explorer. Je veux parler, par exemple, de votre distinction que je trouve très pertinente et que je vais vous laisser développer entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel en matière d'éducation. Eh bien, merci de me permettre de le faire. Si vous voulez, parmi les innombrables livres qui sont parus et qui paraissent sur l'éducation depuis très longtemps et qui sont passés sur le ministère comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Est-ce que quelqu'un lit encore des livres dans ce ministère? La question est ouverte. Oui. Mais vous savez qu'il y a eu plein de livres Oui. alors, qui décrivent le drame de la situation actuelle. Alors, les miens se caractérisent un petit peu, enfin se singularisent par le fait que, étant historien des idées politiques, j'ai replacé le problème dans un sens historique, si vous voulez. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs dans un autre livre qui va bientôt paraître. Enfin, et l'histoire est très éclairante. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle l'éducation nationale, tout le monde croit que c'est l'école de Jules Ferry. Pas du tout. C'est une chose créée, d'abord le nom même date de 1932, et la chose a été pensée par les loges franc-maçonnes, le syndicat national des instituteurs, les partis communistes, radicaux et socialistes, et c'est eux qui ont transformé l'instruction publique en éducation nationale, selon une tradition qui remonte à la Révolution française. D'ailleurs, j'ai aussi écrit un livre sur la question, c'est pour ça que j'étais un peu plein de mon sujet. Vous savez qu'il y a deux... Clémenceau a dit que la Révolution était un bloc, mais très curieusement, il a dit ça un jour de meeting électoral, mais il pensait absolument le contraire, qu'il y avait la bonne révolution, celle de 89, et la mauvaise, celle de 93. Et chacune des deux, c'est une philosophie politique qui engendre un certain type d'école. Alors, en 1993 a lieu la Terreur, et à ce moment-là, Robespierre fait voter par la Convention, Convention élue par 7% des Français, hein, qui a exercé un pouvoir tyrannique pendant 7 ans, sans jamais refaire d'élection générale, alors qu'elle avait été élue par 7% des Français. Bref, il fait voter par cette Convention le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau. Et il faut relire ces textes admirables. Il s'agit de régénérer le peuple français. C'est ça. Le peuple français est pourri. Créer un homme nouveau. Il faut créer un homme nouveau. Voilà.
Et alors, évidemment, pour ça, le petit Tafargeau voulait mettre tous les jeunes Français dans des camps, Oui. entre 5 et 12 ans, Les internats. où d'ailleurs très peu d'eux apprendraient à lire et à écrire, les autres travailleraient, parce que le fruit de ça, c'est que on aurait forgé un homme nouveau. Mais ça impliquait évidemment le monopole, puisque si vous créez un homme nouveau Oui. dans des camps Oui. et que des méchants continuent à répandre leur poison dans d'autres écoles, vous n'allez jamais avoir un... Bon. Et donc, si vous voulez, vous avez eu... moi, je vais très loin. Je pense que l'école actuelle n'est pas l'école de la République. L'école de la République, c'est celle qui a été créée non pas par Jules Ferry, parce que d'autres l'avaient fait avant lui, hein, commençant par Guizot, Oui, bien sûr. mais tous, Villemain, euh, même Fortoul, et puis évidemment Victor Duruy, Jules Simon. Hein. Et c'est ces gens-là qui étaient humanistes et qui voulaient développer l'enseignement, cultiver les Français, si vous voulez, pour que la société s'améliore. Mais qui ne songeaient pas à régénérer le peuple. Bon, et qui pensaient en plus que ça ne se ferait pas. C'était pas des révolutionnaires qui pensaient qu'on peut tout changer en un grand soir et un grand matin, hein, mais que ça se ferait au fur et à mesure du temps. Alors cette école-là, c'est elle qu'on peut appeler l'école de la République, parce qu'elle correspond exactement à ce qu'avaient voulu les grands révolutionnaires, autres que Robespierre. Donc Robespierre est tombé, et les Thermidoriens, la première chose qu'ils ont faite, c'est faire la constitution de l'an 3, qui dit explicitement comme principe constitutionnel que l'enseignement est libre, justement, et non pas monopolistique. Et puis ensuite, la charte de 1830 le redira, la constitution de 1848 le redira aussi, hein, et tous ces gens-là étaient partisans d'une action de l'État, mais non monopolistique. Parce qu'il fallait qu'il y ait une possibilité de critique, une possibilité de concurrence, enfin d'émulation, disons, y compris d'ailleurs avec les catholiques, puisque beaucoup de gens, évidemment, craignaient que les catholiques reprennent entièrement le pouvoir, la congrégation, le fantasme des jésuites. Hein, vous savez, il faut lire ce livre admirable de Gensu, hein, le juif errant. Hein. Bien sûr, oui, oui. Bon, alors vous avez donc des gens qui étaient opposés à ce moment-là à la liberté d'enseignement parce qu'elle serait favorable aux jésuites. Mais les républicains de l'époque, Lamartine, plus tard Clémenceau, il y a d'admirables discours de Clémenceau. En 1903, quelqu'un avait suggéré d'abroger la loi Fallou. Donc, grande discussion au Sénat. Et par parenthèse, pour les gens qui nous écoutent, hein, on est dans un monde incroyable où il suffit de regarder sur Internet, en 3 clics, on retrouve le débat intégralement. Et Clémenceau dit que les gens qui veulent supprimer la loi Fallou, ce sont des jésuites inversés. C'est un cléricalisme laïque, c'est un transfert de sacré, si vous voulez. Hein. Oui, parce que tous ces gens-là, évidemment, ils avaient détruit le christianisme, ou en tout cas, ils avaient donné un sale coup à l'Église. Hein. Mais ils étaient tout embarrassés après, parce que du coup, il n'y avait plus de consensus. D'ailleurs, quand les gens de gauche ont proposé l'école unique, on y reviendra peut-être, la réponse du général de Castelnau, ce héros de la Première Guerre mondiale, hein, c'était de dire, mais l'école unique, vous l'aviez déjà, c'était l'Église. Ouais, c'est formidable. Hein. Et alors, donc, comme ils avaient détruit l'Église, mais qu'ils ne concevaient le lien social que sous la forme de l'unanimité, et non pas sous la forme de règles de débat, hein, eh bien, il leur fallait recréer l'unanimité. Voilà. Et donc, je ne sais plus si ça répond exactement à votre question, je suis parti sur... Mais cette dimension historique est très importante, hein, parce que du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale... C'est l'école des ennemis de la République, dans un sens. En tout cas, ce n'est pas THE école de la République. Hein. Et donc, il est tout à fait possible de vouloir changer fondamentalement beaucoup de choses dans l'éducation nationale, sans être pour autant anti-républicain. Au contraire, c'est revenir à Condorcet, Talleyrand, Mirabeau. Enfin, Talleyrand et Mirabeau n'étaient pas exactement républicains, mais c'était les idées des Lumières, si vous voulez. Et surtout Condorcet. Hein. Condorcet, c'est un texte absolument admirable. Et Condorcet a été trahi, hein, par l'évolution actuelle. Absolument, tout à fait d'accord. Très bien. Donc vous considérez que, pour revenir au modèle républicain, il faudrait bien distinguer ce qui relève du temporel. Oui, pardon, j'ai pas répondu à votre question. Non, mais je vais le faire. Et ce qui est ressorti au spirituel. C'est-à-dire que si j'ai bien compris ce que vous écrivez, il revient à l'État d'assurer l'intendance, grosso modo. Oui, hein, mais tout de même aussi un peu les objectifs généraux, j'espère. Il y a un point, enfin, je vais vous représenter.
Non, mais si vous voulez, excusez-moi, je suis parti dans l'histoire. Comme je suis plein de mon sujet. Hein. Donc, puis je pense que ce que je dis avait son utilité, mais du coup, je n'ai pas répondu directement à votre question. Si vous voulez, l'école, ça consiste à transmettre à chaque génération ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bien. Bon. Et ceux-ci, ce sont des idéaux transcendantaux. Hein, ça fait partie des transcendantaux. Alors peut-être pas au Moyen-Âge, c'était un peu plus compliqué. Mais enfin, en gros, d'ailleurs, Victor Cousin a lui-même écrit un livre qui s'appelle Du vrai, du beau, du bien, hein, dont on se moquait quand je faisais mes études de philosophie. On trouvait, bon, le simple fait de mettre des majuscules à ces choses-là paraissait incroyable. Donc, si vous voulez, on ne peut pas enseigner une génération si on ne sait pas ce qu'est le vrai, le beau, le bien, puisque c'est ça qu'on est en charge de lui enseigner. Alors, qui décide du vrai, du beau, du bien? Alors, je citais Condorcet à l'instant. Condorcet a souligné avec force que ce n'est pas l'État qui sait le vrai. Hein. Il y a des raisons de fond à ça. C'est que les gens qui dirigent l'État, d'ailleurs comme les gens qui dirigent toute activité pratique, sont pris par des urgences, il faut qu'ils fassent des compromis. Bon. Donc ils ne peuvent jamais chercher le vrai, le beau et le bien par eux-mêmes. Donc ce sont des spécialistes, des scientifiques, ou alors des spécialistes de doctrine morale, ou alors des artistes. Bon. Et pendant des siècles, l'Église a joué ce rôle, parce qu'elle avait reçu l'esprit à la Pentecôte, et pendant des siècles, elle n'a pas douté qu'elle était bien placée pour savoir ce qu'est le vrai, le beau, le bien. Alors, vous avez eu pendant des siècles, en fait, en Europe, un dualisme, enfin un caractère, une dualité entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. L'État, enfin l'État au sens large du terme, les puissances temporelles, les seigneuries, les villes qui ont joué un grand rôle, hein, le royaume, ont en effet réglé la tendance. C'est-à-dire, quand Charlemagne, vous savez, avec ses bons élèves à droite, il visite une école, il s'était chargé de la tendance. Et à qui avait-il confié le pouvoir spirituel? Eh bien, à Lécuin, qui était un moine. Hein. Et dans toutes les écoles qu'il a contribué à créer ou à faire créer, c'était évidemment des écoles ecclésiastiques. Donc ceci est resté vrai pendant des siècles. Alors, au moment de la jusqu'au XVIIIe siècle. Oui. Et puis à ce moment-là, vous avez eu développement rapide de la science, Descartes, Galilée, Newton, l'encyclopédie, Lavoisier, Buffon, bon. Et à ce moment-là, vous avez des gens un peu éclairés qui se sont dit, mais enfin, dans les collèges, tous dirigés à l'époque par des congrégations, hein, les jésuites ou les oratoriens, on enseigne que le thème latin, les versions grecques, la versification latine et le catéchisme. Hein. Alors ça va pas du tout, parce qu'en plus de ça, ce sont des congrégations universelles qui ont leur chef à Rome. Et c'était l'époque où la France faisait la guerre contre l'Angleterre. Enfin, il y avait une naissance des nationalités, si vous voulez. Oui, bien sûr, du gallicanisme. Voilà. Et à ce moment-là, ils ont demandé que l'État intervienne. Bon, la création du concours de l'agrégation. Hein. Oui. Mais on arrive à la Révolution et seuls les Jacobins demandent que l'État décide du vrai, du beau, du bien. Et au contraire, Condorcet s'y oppose, hein, parce qu'il voit bien que s'il y a fusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, il n'y a plus de critique possible du pouvoir temporel. Et c'est la matrice du totalitarisme. Absolument. Bon. Voilà, cette fois-ci j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Enfin, ça se pose, si vous voulez, c'est encore vrai aujourd'hui. Vous dites que l'État doit jouer un grand rôle. Il y a un seul domaine où je pense qu'il puisse le faire, c'est que comme il est responsable de l'ordre public, il doit pouvoir vérifier qu'on n'enseigne pas des choses contraires à l'ordre public dans les écoles, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Bon, et là, il connaît le bien, l'État. Hein. L'État connaît le bien. Oui. Il est payé pour ça, si j'ose dire. Hein. Oui, d'ailleurs, pas le bien dans toutes ses dimensions, mais le bien civique. Absolument. Pour tous les autres domaines, ça ne va pas quand il prétend dire aussi le vrai et le beau. Et, bien sûr, et alors à ce moment-là, si vous voulez, ce qui s'est passé en travaillant sur ces questions, hein, j'ai bien vu. Voilà, il faut que tout le monde travaille sur ces questions pour comprendre ce qui se passe. Vous aviez un abus du pouvoir temporel à partir du moment où Napoléon a créé le monopole, parce que les Jacobins ont été vacus, mais Napoléon, pour des raisons d'ailleurs complètement différentes, parce que justement, lui, il a créé un enseignement d'État, mais dans lequel il y avait des aumôniers. Hein, c'était eux qui continuaient à dire ce qu'est l'homme et ce qu'est le bien. Hein. Mais en tout cas, il avait créé un fait juridique qui était le monopole de droit public. Hein, bon. Alors, il a fallu que 3 lois au XIXe siècle débloquent ce monopole. La loi Guizot de 1833,
qui débloque le primaire, la fameuse loi Fallou de 1850 qui Ouais. débloque le secondaire, Voilà. et la loi un peu moins connue mais très importante aussi, Dupont-Loup-Laboulé de 1875, qui libère l'enseignement supérieur et grâce à laquelle existent aujourd'hui les instituts catholiques. Alors là-dessus arrive la Troisième République, et Jules Ferry est porté par les républicains, alors les modérés et les moins modérés. Oui, bien sûr. Donc il faut qu'il poursuive la lutte anticléricale. Et à ce moment-là, il dit, on va resserrer autant que possible les libertés que les 3 lois en question avaient accordées, et on va interdire aux universités catholiques de s'appeler université, il faudrait qu'elles s'appellent institut, ce à quoi elles sont obligées encore aujourd'hui. On va leur interdire de décerner elles-mêmes leur diplôme, hein, en inventant un mythe qui est le monopole de la collation des grades. Exactement, oui. Bref, il a un côté anticlérical et qui sera poursuivi par ses successeurs qui interdiront l'enseignement, la loi Goblet en 86 qui interdit l'enseignement aux congrégations, justement. Bon. Mais il avait quand même un souci, parce qu'il n'était pas jacobin, lui, pas du tout. Il avait d'ailleurs il a failli être trucidé pendant la Commune, par les jacobins, hein, par les rouges, donc il ne les portait pas dans son cœur. Non. Mais surtout, il était positiviste et il aimait la science, si vous voulez. Et il comprenait bien que la science impliquait une certaine liberté de pensée. La liberté, forcément. Et surtout à cette époque, avec l'humiliante défaite devant l'Allemagne, tout le monde disait on a été battu par l'école allemande, par l'école des soldats allemands et par les universités qui ont formé les officiers allemands. Renan le disait. Et voilà, Renan, Taine. Hein, Taine. et puis il y avait même toute une association c'est l'époque où on crée où Victor Duruy crée l'école pratique des hautes études. Oui. Et quelques années plus tard, Boutmy crée l'école libre des sciences politiques. Hein. Donc il y avait une conscience du fait que si l'école est dirigée par l'exécutif, ça va fermer le monde intellectuel, Oui. et du coup, on sera inférieur aux Allemands. Les Allemands, en plus, leur unité était récente, puisque c'était dans les 70, et c'était des États qui avaient toute leur tradition. Et aujourd'hui encore, comme vous savez, l'enseignement est mené en Allemagne par les Länder. Bon. Et donc, ça permet qu'il y ait même quand l'enseignement est public, il y a plusieurs entités publiques. Donc, ça permet que les chercheurs cherchent là où ils pensent qu'ils vont trouver le vrai, il n'y a pas de monopole, sans en être interdit par je ne sais quel comité central. Alors, donc Jules Ferry a dit, voilà, moi j'ai trouvé la solution. Hein. On va garder le monopole de l'État, mais on va séparer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel à l'intérieur même de l'État. C'est-à-dire qu'on va créer des commissions. Napoléon avait lui-même créé un conseil supérieur de l'université. On va créer des commissions, et ces commissions seront parfaitement libres, souveraines, et c'est elles qui nommeront les professeurs, et qui éliront les professeurs, et c'est elles qui détermineront les programmes. Alors, le ministre quand même signe, hein. Oui. Bon, et donc il signe que ce qu'il veut signer. Hein. Mais enfin bon, il y avait une espèce d'autonomie. Et le malheureux Jules Ferry, le malheureux, moi j'ai beaucoup d'admiration, de manière générale, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont fait l'école à cette époque. Mon admiration diminue un peu pour les gens qui peuplent aujourd'hui l'éducation nationale. Hein. Parce qu'il a fait ce qu'il a pu, si vous voulez. Et il a quand même fait en sorte que l'école s'est développée. D'ailleurs, justement, il n'a pas du tout abrogé la loi Fallou. Donc à la fin du XIXe siècle, il y avait autant d'écoles secondaires religieuses que publiques. Et puis il a fait en sorte que l'université française a atteint son apogée pendant ces années-là. Hein. Mais j'en termine, parce que sinon je peux parler éternellement, étant plein de mon sujet. Il n'a pas vu une chose. C'est que si il confiait le pouvoir spirituel à l'État, même avec des dispositions, il finirait par le livrer à la politique. Et il a cru qu'il allait arracher le pouvoir spirituel à l'Église pour le donner à la science. Il a en fait arraché le pouvoir à la science pour le donner à l'idéologie. Non, à l'idéologie. À l'idéologie de gens qui se moquent de l'État, justement, qui sont les forces partisanes et syndicales qui ont pris le pouvoir dans les années 20 et 30. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Voilà. C'est que depuis cette date, rien n'est décidé en matière d'école qui ne soit pas décidé par ce pouvoir spirituel-là, hein, cet état dans l'État. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire les livres excellents de M. Payon, qui était quand même un ministre de l'Éducation nationale pendant 2 ans. Hein. C'est pas du tout un marginal. Agrégé de philosophie. Absolument. Et qui dit que l'Éducation nationale, c'est l'Église de la République. Hein, de la République tel qu'il l'entend, c'est-à-dire du socialisme. Oui, bien sûr. Et il dit que les professeurs sont d'un clergé
qu'ils doivent changer l'homme, et il reprend exactement les termes de l'Appel Fargeau, hein. Et il cite un mot de Michelet qui est que la France a été. La révolution, si vous voulez, ne s'est pas bien déroulée, parce que pour faire la révolution, il faut des révolutionnaires. Voilà. Mais pour faire des révolutionnaires, il faut la révolution. Oui, oui. Donc, et il décrit la révolution comme un élément christique, si vous voulez. Oui. Il parle de la révolution française comme le centre de l'histoire, hein, comme pour les chrétiens, l'incarnation du Christ est le Bien. centre de l'histoire. C'est tout à fait stupéfiant, Oui, hein. absolument. Mais il n'est pas seul. Donc, au sein de l'éducation nationale, il y a ces gens qui veulent se servir de l'éducation nationale comme d'un outil pour faire le socialisme, tout simplement. Exactement, tout à Donc, si on n'est pas socialiste, fait. on a mille raisons de ne pas l'être. Étant donné quand on voit les sociétés que ça a créées, il est permis aussi de ne pas être d'accord avec le concept actuel de l'éducation nationale. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait. Oui, Vincent Pillon voulait la refondation de l'école et la refondation de la République par l'école. Ah, c'est ça. Ah non, carrément. Donc, Oui. il fallait créer là aussi un homme nouveau, un système nouveau, une société nouvelle, évidemment profondément socialiste. Bon, très très bien. Merci pour ce rappel historique qui trace un petit peu le cadre de nos réflexions. Donc, nous progressons enfin, nous nous rapprochons maintenant du mode opératoire, si je puis dire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est l'art du possible. Et je partage votre point de vue, le modèle doit être repensé, et il faut éviter à tout prix que l'État et les idéologues qui s'en sont saisis, qui l'ont infiltré, soient chargés de dire le vrai et le beau, et le bien. Un exemple tout récent, très prochainement, en décembre, sortira un programme d'éducation à la sexualité, à la vie affective et à la sexualité. C'est incroyable. L'État explique aux enfants comment ils doivent vivre leur sexualité. Donc, c'est-à-dire que l'État ignore la famille, elle ignore le milieu, elle ignore l'intimité des gens, et l'État décide de ce qui est bien, beau et vrai en matière de sexualité. Je pense que là, c'est une illustration de cette espèce de totalitarisme doux, mou, qui s'installe dans la vie de la société, et notamment en éducation nationale, et contre quoi nous luttons clairement. Nous ne voulons pas de cela au Rassemblement national. Nous considérons, nous sommes un parti qui aime la liberté, et notamment la liberté de penser, d'entreprendre et de concevoir. Et donc nous sommes fermement opposés à toute tendance, tentative ou glissade totalitaire ou totalisante. Donc ça, c'est une sorte de pétition de principe que je voulais quand même donner ici. Maintenant, regardons comment faire. Donc j'ai lu attentivement, vous le savez, votre livre, et j'y ai trouvé l'écho de pratiques qui ont été envisagées et même mises en œuvre à titre expérimental, par exemple par Darcos. Je parle des charter schools. Le modèle, pour nos auditeurs, c'est une école, un établissement public ou privé reçoit de la part de la puissance publique des objectifs et des missions qui sont définis par les programmes, donc grosso modo faire en sorte que les élèves du collège maîtrisent les compétences fondamentales et soient capables de passer en seconde, et que les élèves du lycée soient capables de suivre dans l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, les missions sont définies par la puissance publique. En l'occurrence, moi je pense que ça doit être l'État et non pas la ville ou la région ou le département ou je ne sais qui. Je pense que ça doit rester une prérogative de l'État. Parce que nous sommes la France et parce que nous avons l'histoire que nous avons et que nous vivons dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte de concurrence conflictuelle. Donc, une fois que ceci est précisé, l'établissement, d'une certaine manière, est libre de choisir les voies et moyens de remplir sa mission et de parvenir à atteindre ses objectifs. Il est ensuite évalué au bout d'une période à définir, 3 ans, 5 ans, un cycle, peu importe, il est évalué et en fonction de ses résultats, soit son contrat est reconduit avec les moyens afférents, voire même augmentés, moyens augmentés, soit ce contrat lui est retiré et il y met fin à l'expérimentation et il y met fin à l'établissement. Donc c'est un modèle qui existe dans les pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne notamment, mais pas en Suède. En Suède aussi, voilà. Oui, mais donc ceci a été expérimenté à l'époque de Darcos pour les réseaux d'éducation prioritaire, qui avaient été rebaptisés réseau Ambition Réussite. Et le projet de Darcos à l'époque avait été de permettre, par exemple, au chef d'établissement de recruter une partie de leur personnel enseignant. Et même, il avait été question, j'étais aux affaires à ce moment-là, de leur déléguer une part significative de la masse salariale.
de manière à permettre véritablement, du coup, de faire venir des gens sur la base d'un projet partagé, d'un contrat, hein, etc. Bon, évidemment, comme d'habitude, dans notre beau pays, ceci n'a pas eu le lendemain, puisque Xavier Darcos a été rapidement débarqué par Nicolas Sarkozy avant que ça ait pu produire des effets, et l'expérience s'est arrêtée là. Mais l'idée a existé quand même. Hein. Il a été interrompu par Sarkozy? Ah bah bien sûr, puisqu'il a été transporté, si je puis dire, de la rue de Grenelle, du 110 rue de Grenelle au ministère du Travail, à l'autre bout de la rue de Grenelle. Il a changé de mission. Donc, de ministre de l'Éducation excellent qu'il était, il est devenu ministre du Travail, avec le succès que l'on sait, puisque finalement, il a été congédié à la suite des élections régionales. Enfin bon. C'est dommage, car c'était un grand ministre. Donc, ceci a existé déjà. Et donc, ce sur quoi je travaille, ce quoi nous travaillons... Ceci, excusez-moi, oui. En un sens, existe aussi avec les contrats de Bray. C'est Oui, le même principe. Hein. C'est pas le même mécanisme, mais c'est le même principe. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la gauche aimerait bien soumettre les établissements privés à ce qu'ils appellent un contrat d'objectifs et de moyens, comme ce qui existe pour l'audiovisuel public, n'est-ce pas? Bon, moi, ça me va très bien si tout le monde y passe. Je veux dire, si tout le monde a un contrat d'objectifs et de moyens avec une évaluation stricte et des conséquences à cette évaluation, moi, ça m'irait très bien. En tout cas, donc, nous réfléchissons au Rassemblement national à permettre cela, et plus qu'à le permettre, en fait, à en faire un modèle de pilotage, notamment du second degré. Je pense au second degré, notamment le collège et le lycée, bien sûr. Et donc, la question maintenant, c'est comment faire? Parce que il y a des statuts des établissements publics locaux d'enseignement, il y a des personnels titulaires de leur grade et de leur poste, souvent. Comment voyez-vous, vous, cette espèce de mutation? Comment cela est-il possible, en fait, de le faire? Eh bien, si vous voulez, en tant que philosophe, hein, Oui. je suis plus à mon aise dans les principes, Oui, oui. et en tant qu'historien dans l'histoire, Oui, oui. que je ne suis pas administrateur, si vous voulez. Non. Mais enfin, quand même, j'ai une idée, qui est exposée d'ailleurs dans le livre, c'est que il puisse y avoir deux types d'écoles novatrices, privées et publiques. Dans le public, ça s'appelle école dérogatoire. Oui. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait dans chaque préfecture un collège et un lycée dérogatoire. Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, les professeurs, enfin, on aurait un chef d'établissement, ce chef d'établissement recruterait des professeurs volontaires. Oui, oui. Et s'il les recrute, ces professeurs étant fonctionnaires du public, ils seraient affectés à ce lycée. Il n'y a pas une grande difficulté, enfin il y a une difficulté évidemment syndicale. Oui, non, mais il n'y a pas de difficulté administrative. Supposons une volonté politique capable de passer outre. Hein. Il n'y a pas de difficulté énorme, et à ce moment-là, il faudra autoriser ces écoles alors ça dépend de ce qu'on veut. Hein. Vous avez en fait, le problème c'est le collège unique, peut-être qu'on y reviendra. Mais dans tous les pays voisins, et qui sont mieux placés que nous dans les tests internationaux, par parenthèse, il fut un temps où l'omerta pouvait dominer. Depuis que les tests internationaux existent, c'est plus possible. Hein. La France est 26e au dernier test PISA, elle est 32e à Pearls, ouais, c'est ça, et elle est dernière à Teams. Teams, oui. Bon. Donc, si vous voulez, si on crée des élections dérogatoires. Attendez, c'est la question du collège unique. Si vous voulez. Oui. Dans les pays qui réussissent mieux que nous, il n'y a pas de collège unique. Il n'y a pas de collège unique. Et il y a, évidemment, partout, il y a un secondaire, puisque on n'est plus au XIXe siècle. À l'époque de la première loi de Jules Ferry, donc c'était déjà un grand progrès que tous les enfants de France aillent à l'école primaire. Il n'est pas question qu'ils n'aillent pas maintenant à l'école secondaire. Mais il est question qu'ils aillent à plusieurs secondaires différenciés. Et c'est ce qui existe partout, y compris à Singapour, qui est en tête de liste, y compris en Suisse, dont je reviens, et y compris aux États-Unis. Alors, donc, le secondaire, il faut qu'il y ait un secondaire sérieux qui conduise à l'université et qui crée les savants, les scientifiques, les experts de tout domaine dont un pays a besoin. Mais il y a aussi un secondaire excellent qu'on a en Suisse, justement, et qui est orienté professionnellement, parce que il y a un lien avec les entreprises ou avec les associations d'entreprises. Oui. Bon. Alors, pour répondre à votre question, parlons du secondaire long, hein, du secondaire qui conduit aux études universitaires. Eh bien, vos établissements dérogatoires,
il faut les autoriser à refaire les lycées français de jadis, c'est-à-dire un examen d'entrée en sixième. Moi j'ai fait mes études primaires au lycée, mais j'ai passé un examen d'entrée en dixième. Oui, tout à fait. Je me souviens encore de la dictée. J'avais écrit Mousse. Mhm. C'est dingue que je me souvienne de ça. Je ne sais pas quel âge j'avais 6 ans ou 7 ans. Non, en sixième, vous avez... Non, non, non. Moi, j'ai passé un examen d'entrée en dixième. En dixième? Ah oui, Seigneur, oui, d'accord. Oui. Voilà, d'accord. Et on m'avait dit que c'était une dictée phonétique. Ah. Alors, du coup, on dit mousse. Alors, moi, je savais que ça s'écrivait deux SE, Oui, mais ça me paraissait plus phonétique de l'écrire MOUCE. Vous voyez Oui, pourquoi oui. j'ai eu une faute. oui. Ça ne m'a pas empêché de... Non, mais je plaisante. Mais si vous voulez, donc, on rétablit une sorte d'examen d'entrée. Ceux qui ne suivent pas, on les remercie. Ceux qui arrivent plus tard, mais qui passent un test, il faut, si vous voulez, qu'au début de chaque année, un professeur est une classe homogène. Hein. C'est le drame du collège unique, c'est que par volonté politique stupide Mhm. et pédagogique encore plus stupide, on veut que les classes soient hétérogènes. Mais si les classes sont hétérogènes intellectuellement, on ne peut pas faire court. Mhm. Moi, au lycée où j'étais quand j'étais petit, il y avait des classes intellectuellement homogènes grâce à ce système de sélection dont je parlais, mais elles étaient socialement Mhm. hétérogènes, parce que Bien sûr. les gens venaient de tous les coins de la banlieue pour aller dans le lycée parisien où j'étais. Et là, les socialistes sont arrivés à faire cette merveille de faire des classes socialement homogènes, parce que la carte scolaire attache les enfants au quartier où ils sont, et il y a des Ouais. quartiers plus ou moins riches et plus ou moins pauvres, Mhm. et inversement, des classes intellectuellement hétérogènes, Oui. ce qui rend impossible de faire des cours. Donc, nos établissements dérogatoires, ils peuvent gérer les flux d'élèves Mhm. pour qu'on puisse faire des vrais cours. Ah d'accord, ils recrutent leurs propres élèves. Ils recrutent leurs élèves, Voilà. enfin, le Oui, chef oui. d'établissement a recruté son corps Mhm. enseignant, Oui, 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 oui. et ensuite, ils refont, si vous voulez, on a supprimé les anciens lycées pour Oui. des raisons purement politiques et pas du tout pédagogiques. Ils ont très bien réussi, ces lycées, puisqu'on a eu des élites extrêmement brillantes pendant des dizaines d'années. Hein. Et donc, ça me paraît possible de faire ça. Oui. Alors, évidemment, avec un effet de contagion, parce que du coup, d'autres gens voudront avoir cette dérogation. Bien sûr, bien sûr. Donc vous préconisez finalement la suppression de la carte scolaire pour ce établissement-là. Voilà, D'accord. pour ces établissements. Hein. On est dans le cadre d'un système dérogatoire. Oui, très bien. Et par ailleurs, mais ça, on est à l'intérieur de l'éducation nationale. Et par ailleurs, on crée un nouveau système d'écoles privées avec un nouveau type de contrat. Et là, je suis d'accord avec vous. Mhm. Ces élèves, ces écoles qui demandent à être autorisées à s'ouvrir avec de l'argent public, Oui, on va y revenir, ne peuvent recevoir cette autorisation que si ils font un plan d'école conforme à une charte Oui. qui n'est pas locale mais nationale. C'est ce que je suggère. C'est une loi, si vous voulez. Il faut Oui. une loi Oui, bien sûr. pour dire qu'est-ce qu'on veut. Mhm. Alors c'est là qu'on introduit les obligations en matière de formation civique. Bien Bon. sûr. Et, en échange, enfin, et donc une école fait un projet d'école qui est agréé ou non par Oui. une commission qui se réfère à la charte. Mhm. Et si elle est agréée, elle peut obtenir un financement. Et ce financement est global, c'est-à-dire que c'est pas l'État qui va être l'employeur des professeurs, c'est avec l'argent de la dotation. Donc la masse salariale Voilà. dont on dispose. Et du coup, et ensuite, alors même chose, alors ou bien le but de l'école c'est de faire un secondaire long, Mhm. mais vous aurez d'autres écoles qui s'ouvriront, qui voudront faire justement un secondaire adapté à des formations professionnelles Oui, oui. qui existent dans chaque région, qui sont différentes. Hein, à Toulouse, avec l'aéronautique ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, les constructeurs aéronautiques font eux-mêmes leurs propres écoles, Bien sûr, oui. tellement ils sont. Et mon idée, enfin c'est pas mon idée, parce que je savais que ça existait quelque part, en l'occurrence en Suède. Mhm. Et j'ai fait l'expérience d'un voyage en Suède, j'ai des amis en Suède qui m'ont organisé ça. Hein. Mhm. J'ai eu le privilège pendant une semaine de visiter plusieurs de ces écoles indépendantes. Très bien. Alors je vous raconte l'histoire. Ça Ouais. se passait en 1990 Oui, oui, oui. et l'école publique marchait mal. Mhm. Bon. Mais alors la Suède a toujours été gouvernée par les socialistes. Mhm. Alors du coup, cela de bon, si vous voulez, c'est que les gouvernements n'ont pas peur des syndicats, puisqu'ils sont eux-mêmes, Bien ils sûr. en viennent. Bon. Et alors, pour améliorer l'école, ils ont décidé de la décentraliser, de la municipaliser. Donc le budget national est dispatché entre toutes les municipalités dans lesquelles il y a des écoles de différents degrés. Bon. Et c'est la municipalité qui gère le budget. Bien. Et alors, mais la gauche a perdu les élections l'année suivante. La droite est arrivée. Et la droite avait d'autres idées, et notamment de créer des écoles indépendantes. Mhm. Donc ils ont profité, si vous voulez, de l'assouplissement qui était rendu possible par la municipalisation Oui. de la gestion temporelle. Hein. Oui, oui.
pour dire que n'importe qui ayant des capacités Oui, de, oui. de diplôme, voilà, Moralité, enfin, tout ça. c'est des contraintes assez précises. Il faut aussi qu'ils soient des compétences en management. Oui, bien sûr. Eh bien, pourraient ouvrir une école. Et alors, ils ont inventé un truc incroyable, c'est que alors là aussi, il y a un agrément hein, Mhm. qui n'est pas donné à tout le monde. Au début, il y a 30% seulement de demandes qui ont été agréées, mais Mhm. bon, ça a tout de suite permis de créer plusieurs centaines d'écoles. Il y a quelqu'un propose d'ouvrir une école dans une ville, et s'il est agréé, c'est la ville qui doit payer. Mais du coup, elle doit enlever ses fonds Ah oui, aux écoles publiques de la ville. forcément. Ce qui a eu un double effet bénéfique, c'est que plusieurs centaines d'écoles se sont ouvertes. Il y a 280, alors maintenant je suis très compétent là-dessus, il y a 280 municipalités en Suède. Bon. Oui. Donc dans plusieurs centaines de ces municipalités, dès les premières années, il y a eu des écoles indépendantes qui se sont ouvertes. Et du coup, les écoles publiques voyaient leurs élèves et leur argent partir. Oui. Donc elles se sont remuées. Hein. Émulation. Émulation. Bénéfice, bénéfice. Et moi, j'ai visité ces écoles indépendantes, et ce qui m'a frappé, c'est le personnage du chef d'établissement. Alors, le chef d'établissement, c'est un personnage très particulier. Parce que ça a toujours été des professeurs, Madame Danielou, enfin, on a tous des idées. Et c'est un professeur, mais un professeur qui fait plus, ou au moins à certains égards, il ne fait pas de recherche. Bon, mais il a cette richesse humaine de diriger une équipe bon, et de régler tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Et là, j'ai vu en Suède des chefs d'établissement qui étaient là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, connaissant parfaitement la maison. S'il y a une fuite d'eau quelque part, ils savent que ça a lieu et ils font ce qu'il faut pour la réparer. S'il y a un professeur qui se met à faire des folies, ça remonte tout de suite. Et donc, c'est des écoles admirablement gérées, simplement parce qu'il y a un pilote dans l'avion. Donc, si on crée, en parallèle de ces écoles dérogatoires dans le public, ce nouveau secteur privé, on peut avoir un phénomène du même genre qu'en Suède. Bon. Et c'est un peu plus souple aussi parce que du coup, ça peut être ou bien des écoles ayant l'ambition de conduire au secondaire long, hein, mais aussi des écoles artistiques, des écoles professionnelles. Bien sûr, tout à fait. Très bien. Non, mais ça, c'est un modèle très intéressant. Et donc, enfin, moi, ça ne me paraît pas hors de portée. D'autant plus que, si vous voulez, la petite musique, c'est responsabiliser, avoir des objectifs, rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Cette petite musique se répand dans l'administration, et y compris même, étonnamment, chez comment dirais-je, des politiques de gauche qui considèrent qu'effectivement, il faut tout de même que les moyens publics puissent être, enfin, que l'utilisation de ces moyens puisse être évaluée. Alors, parlons du collège unique. Bon, nous considérons qu'il faut mettre fin à cette aberration. Eh bien, je vous en félicite parce que personne d'autre le fait. Aussi, bon, parfois la droite et le centre Oui. font un petit chapitre là-dessus, mais enfin sans conviction. Et de toute façon, ils n'y connaissent rien. Donc c'est pas. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est pas sérieux. Quoi. Monsieur Attal, qui avait voulu faire des groupes de niveau, hein, Oui. En Suisse Oui. et en Suède, il y a des groupes de niveau, c'est Oui, tout à fait bien sûr, normal, bien sûr. mais avec des souplesses, parce que si vous passez une année dans le niveau 2 Oui. et que vous êtes très bon, vous passez dans le niveau 1, Mais bien et sûr. réciproquement. Oui, non, mais Attal a fait ça en début du bon sens. Et alors, donc, oui, mais je remarque qu'il a été expulsé, alors expulsé vers le haut, mais expulsé quand même. Il était promu, c'est le principe de Pétain. Enfin bon, je plaisante. Mais donc, non, mais bon, l'affaire des groupes de besoin, des groupes de niveau, là, c'est une pantalonnade pas possible. Il a fallu 48 pages d'explications dans une note de service pour que la mesure soit présentée aux enseignants. 48 pages de note de service, mise en place des groupes de besoin. Je les ai lus, c'est quand même assez pitoyable. Bon, nous ne ferons pas cela. De toute façon, nous considérons que le corps enseignant, comme les personnels de direction, doivent retrouver la liberté pédagogique, la liberté d'entreprendre pédagogiquement au bénéfice de leurs élèves, et qui sont libres des moyens à utiliser dès lors que, évidemment, ils concourent au bien commun et visent à atteindre les objectifs fixés par l'État. Mais, bon, les groupes de besoin, ça a été imposé d'en haut, sans que les gens n'y comprennent rien. L'idéologie. Les groupes de niveau, vous voulez dire. Oui, qui sont appelés groupes de besoin. Groupe de besoin, oui, voilà, c'est parce qu'il a fallu jouer avec les mots. Oui. Enfin, Madame Belloubet s'est livrée à un exercice de haute volée sémantique. Hein. Mais
Bon, bah, tout ça est ridicule. Et donc, en tout cas, le corps enseignant, manipulé par les syndicats, a largement refusé Mais c'est vrai. de le mettre en place parce qu'ils n'en comprenaient pas. D'abord parce que ça venait d'en haut, déjà. Ouais, ouais, ouais. Genre de réflexe Ah oui, oui. pavlovien, Ils qui se vient d'en sentent, haut, ils c'est se sentent dangereux. Et propriétaires. puis Oui. ensuite, en plus, ils n'en voyaient pas l'utilité, bref. Parce qu'évidemment, après 35 ans d'IUFM et autres universités, nos professeurs sont largement formatés dans les mythes de la mixité, de l'hétérogénéité, etc., alors qu'ils ne s'en sortent pas véritablement. Donc bref, nous, ce que nous ferons, nous dirons aux établissements, au collège, vous, dans le cadre de votre projet d'établissement, de votre contrat d'obligation, d'objectifs et de moyens, vous êtes libre d'organiser, et c'est déjà prévu par la loi, par le décret de 85 en fait, de 1985, vous êtes libre d'organiser la pédagogie comme vous l'entendez. Vous voulez faire des classes de niveau, faites des classes de niveau. Vous voulez faire des groupes de niveau, faites des groupes de niveau. Vous voulez faire des groupes de soutien, faites des groupes de soutien. Vous voulez du redoublement, faites-en. Vous n'en voulez pas, n'en faites pas. De toute façon, vous serez jugé à la sortie. Bon, ça, ce sera notre façon de piloter le système. Par ailleurs, le collège, lui, sera restructuré, comme il était un petit peu à l'origine, parce que quand on lit le décret Abi, la loi Abi, pardon, sur l'organisation du collège, il y a 3 voies. Oui, Il y a 3 voies, la voie longue, la voie oui, courte et la voie de l'apprentissage. oui. Et nous rétablirons cela. Nous dirons, il y a des élèves qui ont les capacités, l'ambition, les moyens et le mérite qui leur permettent de poursuivre des études longues le plus loin possible, au lycée et évidemment à l'université, ou dans les grandes écoles, ou dans les prépas. Il y a les élèves qui ont des capacités qui sont d'une autre nature, mais qui sont des capacités respectables et qu'il faut développer. Nous avons besoin de renouveler l'essentiel de nos artisans et de nos commerçants, parce que la génération qui est la nôtre, cher monsieur Nemo, va bientôt passer la main, et il faut absolument que le patrimoine de savoir-faire des artisans soit transmis à nos élèves, à nos enfants, Oui. et donc c'est le lycée professionnel, Oui. et le collège doit le petit préparer avec des sections technologiques et professionnelles anticipées au collège, qui permettent d'orienter les élèves, et puis il y a des élèves qui ont une appétence immédiate pour des métiers de terrain, un tel veut devenir pâtissier, l'autre fleuriste, etc. Il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Nous avons tous dans nos familles ou dans nos entourages des exemples de vocations de cette nature contrariées par le système, Ouais. qui ne voit de bien que dans le col blanc. Ouais, Hein, ouais. et moi, j'ai dans ma famille aussi des enfants qui auraient très bien pu faire d'excellentes études professionnelles immédiatement et s'épanouir dans un métier qu'ils aimaient déjà avant même de le connaître, et qu'on en a forcé à poursuivre des études plus ou moins longues, où finalement cela n'a pas donné grand-chose. Oui, Donc le nouveau il y a- collège sera ça. Ce sera ça. il y a, avant j'ai lu, si vous voulez, toute la littérature sur l'école unique. Alors c'est extraordinaire parce que c'était l'époque où la droite était capable de protester. Hein. Donc, Oui, c'était il y a longtemps. Ouais. donc il y a un débat, si vous voulez, Ouais. un vrai débat. Et cette école unique, première élection par Jean Zay, puis Oui. la commission d'Alger, qui va Oui. devenir commission Puis dans Georges un vallon. Vallon, Et sous la 4ème République, il y a des tentatives. Mm. Et puis on arrive à Bouloche, et puis à Berthoin, Oui. et qui est le Premier ministre du général de Gaulle. Et on arrive peu à peu à la loi Abi, si vous voulez. Exactement. Et quand on lit tout ce qui s'est fait, alors le problème c'est toujours l'école moyenne. Il y a une école primaire, bon, on veut une école secondaire, mais il faut qu'elle soit diversifiée. Mais alors comment est-ce qu'on va faire? Si elle est diversifiée, il ne faut pas qu'elle soit trop tôt, il ne faut pas qu'elle soit trop complètement. Et ce qui me frappe, moi, c'est autre chose, c'est une chose essentielle, c'est que je vois tous ces textes écrits par des gens intelligents, comme le recteur Capel, ou Oui. mais ils ne peuvent plus piloter le vaisseau. Non, exactement. Voilà. Et ils ont tous des bonnes idées, bon, mais qui ne correspondent pas à la réalité, parce que la réalité est complexe. Oui. Mais ils veulent quand même Oui. l'imposer, alors des résistances. Oui. Et finalement, on aboutit à rien. Et même Abi, qui aboutit à sa loi, il aboutit à rien, puisque après on la déforme, sa loi. Ah bah, C'était sous Jospin, je crois. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais Voilà. petit à petit, le collège s'est transformé en... Le collège était unique parce qu'en fait, c'était comment dirais-je, la fusion du CEG et du CES. Oui, c'est ça. Ouais, C'est le mot général. Bon, ouais. donc on a fait un collège unique, mais unique ne signifiait pas un collège tubulaire
où on entre en sixième et 4 ans plus tard, on entre en seconde, mécaniquement, automatiquement et à l'ancienneté. C'était pas ça du tout l'idée. Petite parenthèse, excusez-moi de revenir un peu en arrière, quand j'ai observé les résultats de la Suisse ou des États-Unis Oui. ou de la Suède au test PISA, Ouais. les élèves interrogés dans le test PISA en Suisse, par exemple, ne sont pas seulement ceux de la filière Non, ils ont 15 ans. pré-gymnasiale, hein, Bien sûr. comme ils disent en Suisse, Oui, la filière Oui. longue. Hein. oui, C'est tous les élèves de 15 ans. absolument. Donc, sont meilleurs au test PISA, même ceux qui sont dans la voie professionnelle. Bien sûr. Parce qu'ils ont des classes homogènes. Mais bien, voilà, parfaitement. Voilà. Exactement. Alors que nous, à force. Et pareil à Singapour. Oui, parfaitement. Donc nous, le résultat du collège unique, on le connaît. Hein, c'est terrible, c'est l'output, c'est la sortie. À l'âge de 17 ans, tous les enfants de France vont passer des tests aux journées défense et citoyenneté, les JDC. Oui, oui. Toute la classe d'âge, Oui. 750 000. Bon, c'est absolument catastrophique, puisque nous avons à peu près 20-25% d'élèves qui ont des difficultés de lecture, C'est ça. et il y a 10% d'élèves qui sont quasi-illettrés, 9%. Quasi-illettrés, c'est-à-dire qu'en fait, comment dirais-je, le test, ça consiste, dans certains cas, à comprendre le sens, c'est un QCM, hein, comprendre le sens d'une petite annonce. Oui. Donc, concerne-t-elle une vente de voiture, une vente d'appartement, une vente de machin? Il y a 10% d'élèves qui ne savent pas répondre à la question. Et ils ont 17 ans. Ils ont 17 ans. Ça, c'est le produit direct, hélas. Les difficultés en lecture, ça, c'est une litote pour dire qu'ils sont illettrés, en fait. Mais parfaitement. Et donc, un collège qui produit à l'âge de 17 ans 25% de quasi-illettrés ou d'élèves qui ont du mal à déchiffrer un texte simple, est un collège qui est en train de détruire la société. Ouais, c'est ça, d'accord. Là-dessus, nous serons intraitables et le collège unique sera supprimé. Oui, cette histoire de l'effondrement de l'école n'est pas simplement une question de nostalgie, d'esthétique, ou alors des choses égoïstes, parce qu'on a des petits-enfants. C'est le sort du pays qui est en jeu. Mais parfaitement. Ça n'a rien de surtout dans l'environnement dangereux. Les Russes ont plein de défauts, mais ils savent repérer, ils savent former des bons ingénieurs. Bien sûr. Et bien voilà, tout récemment encore, je m'entretenais avec le docteur Alexandre du développement exponentiel de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va proposer à des enfants de 17 ans qui ne savent pas lire correctement face à d'autres qui surfent sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT 5? Ça va créer une société totalement fracturée. Et c'est un danger pour la République. Mais vous connaissez la thèse du médiaïfi de Laurent Lefort, hein, c'est que la nullité des élèves en maths, puisqu'on est dernier, hein, est due au fait qu'ils sont derniers aussi en lettres. Oui. Car pour faire des maths, il faut un métalangage. Mais bien entendu. Alors donc, un problème de maths, il est exposé dans ce métalangage. Et après, quand on a trouvé la solution, il faut l'exposer aussi dans un métalangage. Voilà. Si vous ne possédez pas le métalangage, vous ne possédez pas le langage. Exactement, parfaitement, tout à fait, on est bien d'accord. Et donc là-dessus, nous serons absolument intraitables. Et ça fera partie, ça fait déjà partie du projet du mouvement et de la candidate à l'élection présidentielle. Bon, on s'achemine vers notre conclusion. Peut-être un mot ensemble sur la formation initiale des enseignants. Oui. Parce que c'est un sujet qui a été interrompu par la dissolution. Vous aviez eu la gentillesse d'accepter d'être auditionné par la commission, par la mission que je présidais à l'époque, quand il était question de réfléchir à la façon de concevoir, enfin de rénover la formation initiale de nos enseignants, le recrutement et la formation initiale des enseignants. Donc bon, actuellement le gouvernement a stoppé le dossier puisqu'il y a une question budgétaire non négligeable. Mais donc, nous, ce que nous préconisons, c'est la chose suivante. C'est d'abord que la formation professionnelle, donc la formation pédagogique, soit assurée par l'employeur, c'est-à-dire par l'éducation nationale ou, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, par l'enseignement privé sous contrat. Et que cette formation soit assurée par des pairs expérimentés et des chargés de service pour ce faire. C'est-à-dire que c'est du compagnonnage professionnel. Et que ça n'est pas... Bon, il peut y avoir des apporteries... C'est pas l'IUFM. Mais voilà. Mais du coup, l'université se verrait privée de la formation privée, complètement, de la formation professionnelle des maîtres, que ce soit du premier degré ou du second degré. L'université se cantonnerait, c'est sa mission principale, et à mon avis essentielle, à préparer et à délivrer des diplômes, enfin le niveau académique, les diplômes académiques,
etc. Et aussi à préparer au concours. Elle peut faire une année de prépa au concours. Parce que ça marchait très bien avant, et elle sait le faire, c'est son métier. Donc ce modèle-là, nous allons essayer de le promouvoir. Je ne sais pas trop sûr que ça marche, mais il faut mettre un terme à la dérive actuelle de la formation. Oui, mais c'est lié à ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Dès lors qu'il y a un collège unique, et même un lycée unique, puisque vous avez la seconde indifférenciée, hein, Bon. vous avez donc un corps unique de professeurs. Oui, bien sûr. Et selon la vieille idée de la gauche, un corps unique de la maternelle au Collège de France, Oui. vous vous souvenez Ah oui, c'est une bon. revendication du Voilà, et alors que si vous orientez vers une redifférenciation du secondaire, il faut qu'il y ait aussi une redifférenciation des professeurs. C'est pas les mêmes professeurs qui doivent préparer des élèves dans la voie pré-gymnasiale où les disciplines théoriques ont la première place, et ceux qui doivent avoir des élèves moins théoriciens et avec lesquels certaines méthodes pédagogiques sont appropriées. Hein. Mais si vous le collège unique, c'est revenu, c'est ce que je dis dans le livre, à primariser le secondaire. Voilà. Et tous les enfants de France sont censés aller à l'école primaire jusqu'à 17 ans. Voilà. Bon. C'était d'ailleurs un danger dénoncé dès les années 30. C'est extraordinaire. Hein. Alors, si on veut corriger ça, il faut aussi corriger la formation des professeurs. Et il y a une première correction qui me paraît, mais quand vous serez au pouvoir, la chose sera morte d'elle-même, j'imagine. Mais on a, je ne sais qui, a songé que, comme l'éducation nationale manque de candidats, on les accrocherait mieux si on leur faisait passer le CAPES à Bac plus 3. Oui. Parce que comme ça, ils auront un salaire et ils seront retenus. Enfin, mais du coup, on veut que ce CAPES Bac plus 3 comporte déjà des aspects professionnels. Oui, donc, déjà qu'une licence vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, une demi-licence vaut deux fois moins. Bon. Mais comme on ne veut pas que les professeurs aient un diplôme inférieur à celui qu'ils ont aujourd'hui, c'est dans la fonction publique, hein, il y a des gradations, hein, Bac plus 3, Bac plus 5. Donc on les garde entre Bac plus 3 et Bac plus 5 pour faire quoi? De la pédagogie. Donc on a je vais employer des mots désagréables, des gens très faibles. Oui. Bon, alors qu'au moins on distingue ceux qui vont être professeurs de collège et ceux qui vont être professeurs de lycée. Et donc tout simplement, on pourrait conserver le CAPES à Bac plus 5 pour les professeurs de lycée. Oui. Et ceux qui passent le CAPES à Bac plus 3 n'auraient pas vocation, sauf promotion, à enseigner au lycée. Ça serait déjà une distinction. Il y a une distinction entre filières et une distinction entre niveaux. Oui, bien sûr. Bon, c'est un peu ce qui existe avec l'agrégation, hein, puisque normalement, si on administrait correctement le corps des agrégés, ils seraient spécialisés dans le cycle terminal et puis dans le premier cycle du supérieur. Oui, mais si vous voulez, vous avez quand même, c'est absolument effrayant. J'ai des petits-enfants, moi j'ai les échos de ce qu'on leur enseigne. Il y a un professeur d'histoire qui leur a dit qu'ils étaient censés faire de l'histoire et de la géographie. Première leçon de géographie, les inégalités nord-sud. Bon. Deuxième leçon, les inégalités nord-sud. Géographie, hein. J'ai jamais fait de géographie avant, ma petite fille était en 5e. Troisième leçon, les inégalités nord-sud. 5e leçon, pareil. La 6e leçon, comme le Sud est sous-développé à cause de la colonisation, et que l'Europe est vieille alors que le Sud est jeune, eh bien, il est juste que le Sud envahisse le Nord. Alors je demande à ma petite fille, mais quels sont les pays du Sud? Elle est incapable de m'en citer un seul. Parce qu'elle ne savait pas trop où était le Nord et le Sud, c'est ça? Non, mais elle savait où était le Nord et le Sud, mais le professeur n'avait jamais défini. Le dernier exemple, on a toujours des perles, mais enfin, c'est quand même scandaleux. Dans l'école de la Légion d'honneur, qui n'est pas la plus déshéritée, hein, un professeur a dit sur un ton sentencieux que le maréchal Pétain, horrible à tous égards, était le général qui avait perdu la guerre de 40. Il n'a eu aucun rôle dans le. Non, c'était Gamelin. Mais si, c'était Gamelin, et puis Végan. Malheureusement, Végan a fait ce qu'il a pu ensuite, mais c'est l'erreur. Non, mais alors là, c'est quand même. Un professeur d'histoire. Oui, ben écoutez, bon, peut-être qu'il n'avait pas
eu son CAPES dans des conditions normales, je ne sais pas. Enfin bon, c'est assez étrange. Bon, Enfin, enfin, écoutez, c'est terrifiant. oui, c'est terrifiant. Donc il y a de l'ouvrage, c'est certain. Je voulais vous remercier pour cet échange, Philippe Nemo. Vraiment, c'est c'est toujours aussi passionnant. On aurait eu encore beaucoup de questions, mais nous avons passé ensemble une heure passionnante. Je vous remercie beaucoup et puis donc au plaisir de lire votre prochain ouvrage, n'est-ce pas, qui s'intitulera L'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'un concept. Ah, super, très bien. Eh bien, nous sommes impatients de lire ce nouvel Non, mais opus. moi, je vous remercie aussi, si vous voulez, parce que j'ai beaucoup souffert pendant toutes ces années où j'ai travaillé Oui, la surdité de la classe politique. oui, Et là, pour une fois, on a des hommes politiques responsables oui. qui prennent les choses en main. À se dire que les choses sont tellement dégradées qu'il est temps de se réveiller, quoi. Donc bon, les partis traditionnels, ceux qui ont exercé le pouvoir pratiquement sans partage, ou plutôt en se le partageant, pour être plus Oui. précis, depuis 50 ans, non, ont laissé le système éducatif, comme l'hôpital public, comme la SNCF, comme d'autres services publics, se dégrader, dégringoler, au point que c'en est devenu presque une honte nationale. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'aborder la deuxième partie du XXIe siècle dans cet état-là, parce que quand on voit la puissance, enfin l'économie de la connaissance qui se construit dans les pays émergents, Oui. et puis aussi aux États-Unis et en Russie, qui ne sont pas émergents du tout, euh, il y a des soucis à se faire pour notre avenir collectif. Donc, bon, ça y est, la prise de conscience est réalisée, et nous, au Rassemblement national, nous pensons être en mesure de présenter un modèle de reconstruction du système éducatif qui soit adapté à la deuxième partie du XXIe siècle. Voilà, merci beaucoup.